quels sont les secteurs qui ont voté non, hein, qui sont au fond des francophones qui ont voté non? D'abord, évidemment, il y a l'ouest de l'île, et je vous rappelle, c'est le vote ça, des francophones. C'est sûr que l'ouest de l'île a majoritairement et même massivement voté non, puisqu'il y a une majorité de non-francophones, mais même les francophones du Lakeshore, en particulier, ont voté non. Seconde catégorie, c'est les municipalités qui entourent le Mont-Royal, ce que les urbanistes appellent l'anneau d'or de Montréal. L'anneau d'or, c'est les municipalités les plus riches de Montréal, donc c'est Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest, Westmount, Outremont, Ville-Mont-Royal, vous voyez, tout ce qui encercle. Et là-dedans aussi, vous voyez, c'est tous des secteurs dans lesquels une majorité de francophones a voté non, et des fois dans des proportions très importantes. Donc, vous voyez, le rouge le plus foncé, c'est 78% et plus. Quelques autres secteurs, je vous les mentionne. Ça, c'est l'ancien Laval-Ouest, le secteur le plus riche de l'île Jésus. Ici, c'est Saint-Lambert, qui est une sorte d'outre-monde de la rive sud. Ici, vous avez le Vieux-Québec. C'est des logements, c'est une population très très riche. L'île des Sœurs. Et une autre, je vais vous mentionner, ça c'est les pyramides olympiques. Les pyramides olympiques, les logements dans les pyramides olympiques, les appartements sont très chers et c'est une population assez âgée et assez... Si on regarde maintenant à l'extérieur de Montréal, donc vous voyez que encore là, très majoritairement évidemment les secteurs et les secteurs de recensement, les municipalités, les cantons ont voté oui dès qu'elles sont francophones. Remarquez l'Outaouais, ça c'est un problème qu'on a, il y a des secteurs, beaucoup de secteurs, en fait la majorité des secteurs de la région de Hull et de l'Outaouais, les francophones ont voté contre. Ça c'est un problème, il y a une diminution de l'appui à la souveraineté en Outaouais régulière depuis 30 ans. C'était moins grave en 1980. Et d'ailleurs, c'est pour ça que M. Parizeau avait fait un engagement solennel, lui qui avait passé un peu inaperçu, de dire que personne ne perdra sa job à cause de la souveraineté, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de fonctionnaires fédéraux. C'est sûr qu'un Québec souverain aura besoin des cadres supérieurs et de la compétence technique, mais la sténodactylo dans le ministère de je ne sais pas quoi à Ottawa, elle n'est pas sûre, elle est remplaçable, et surtout qu'un des grands arguments des souverainistes, c'est de dire que ça va éviter les dédoublements, il y aura moins de fonctionnaires. Mais c'est sûr qu'il y a un prix à payer, au moins que personne perdre sa job parce que le Québec devient un souverain. Il y a une autre région que j'appelle moi le Québec tranquille, je vais faire une petite parenthèse. Ça c'est une région qui part en gros de Rivière-du-Loup puis qui descend le long de la frontière, le long du Saint-Laurent, qui est une région où systématiquement le PQ, le Bloc, le oui dans les référendums ou le non au référendum de Charlestown obtiennent moins que la moyenne de l'ensemble du Québec. Et ça j'avais repéré ça au moment de l'élection de 98 et c'est très problématique. D'ailleurs, incidemment, quand on fait des découvertes, on se rend compte que d'autres bords, ils font les mêmes un peu, ou en tout cas, c'est là où, c'est dans cette région que le programme des commandites opéré. J'ai eu à faire avec Pierre-Alain Côtenard une tournée de cette région, et où on rencontrait des militants, puis ce qu'ils nous disaient, c'est que chaque 1er juillet, il y a un gros feu d'artifice, pas à Montréal, pas même à Québec, mais à Beauceville, à Lac-Mégantic ou des choses comme ça. Donc, eux avaient aussi ciblé que ça, c'est les francophones plus mou, quoi, que j'aime pas le terme mou. D'ailleurs, j'avais appelé au début le Québec mou. Mais c'était tout simplement parce que le Québec, ça a l'air d'une gueule de chien, c'était un peu la bédaine du chien, mais mou, c'est un peu bédaine. Et il faudrait ajouter aujourd'hui, ce qui n'était pas apparent en 1995, ce qu'on appelle le Québec réfractaire, ce fameux ministère de Québec, des banlieues de Québec essentiellement, de la génération X, donc principalement chez les hommes, qui sont d'ailleurs la base politique ce qui reste pour les partis conservateurs, mais surtout la Ligue. Ce que j'ai appelé toujours Mariola. Alors, tout ça pour vous dire que ce qu'il faut retenir, et moi ce qui me fatigue, je suis à peu près à 95% d'accord avec ce que Robert a dit, c'est le colonisé intériorise le jugement que le colonisateur porte sur lui. Donc les Québécois, c'est des racistes, c'est des xénophobes, c'est des... Bon. D'ailleurs, incidemment, il y a un terme, moi ça fait 40... Je suis arrivé au Québec en 64, le terme canadien-français revient, ça c'est très significatif, parce qu'il avait été on verra ça tantôt. Et évidemment, on a toujours peur de se faire accuser de racisme, alors que je pense que c'est une société de la race immigrante qui est particulièrement accueillante comparée à d'autres. Mais par contre, au plan politique, c'est clair qu'ils ne voteront jamais pour nous, ni les anglophones, ni les allophones. Je ne porte pas de jugement sur ça, je le comprends. Ils sont venus au Canada, donc ils ont une allégeance, et vous allez voir tantôt que ça se vérifie empiriquement. Et donc, je pense qu'il faut que les souverainistes arrêtent de se culpabiliser et fassent un service minimum auprès de ces communautés.
Parce que ça fait 30 ans, effectivement, que le PQ a tout fait pour établir des contacts. Il y a des contacts qui sont établis. C'était Bernard Landry qui dit qu'il a passé plus de temps dans les synagogues que la moyenne des rabbins. Mais ça ne sert à rien. Au moment crucial, ils vont toujours voter contre. Je pense qu'ils vont se rallier au lendemain d'une souveraineté. Les anglophones, probablement, il y a une partie qui va quitter, mais ils vont être fidèles à un Québec souverain. Mais il ne faut pas perdre de temps et surtout pas perdre de ressources avec cette population donc, anglophone et allophone. Alors, l'identité. Le premier facteur, ici j'ai un tableau que j'ai construit en me servant de données qui viennent de Maurice Pinard, Un combat inachevé, et des sondages qu'on mène depuis une vingtaine d'années. Et la question est très simple, on demande aux gens spontanément, est-ce que vous considérez comme Canadien français, Canadien anglais, Canadien québécois ou autre chose? Alors la bonne nouvelle, il n'y a plus de Canadiens anglais au Québec. La mauvaise, c'est qu'ils se disent Canadiens. Autrement dit, Canadien-anglais, habituellement, sur un échantillon de 1000 répondants, on en a 2-3 qui se disent Canadien-anglais. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça qu'ils se nomment, ils sont Canadiens. Alors, regardez ici, vous avez l'évolution depuis juin 70, les premiers sondages au moment des années 70, et on voit d'abord 3 choses clairement, c'est qu'il y a une croissance continue, que je vais détailler par la suite, de l'identité québécoise. Autrement dit, en 1970, seulement 20% des répondants se disaient québécois, chez les francophones, bien entendu. Et une décroissance, mais une stabilisation de l'identité canadienne, et surtout une grande décroissance de l'identité spontanée de Canadiens français. Ça veut dire que les Canadiens français s'appellent aujourd'hui des Québécois, ils se nomment et se reconnaissent comme Québécois. Alors, si on regarde plus en détail, d'abord, premier point, on est au moment de la première élection du Parti québécois, et on se rend compte, le PQ a eu 23%, on se rend compte que finalement, c'est à peu près la même proportion. En fait, chez les francophones, il y a eu un peu plus que 23%, mais on voit que vraiment, c'était déjà à l'époque un facteur très fort pour voter pour le PQ. On constate qu'il y a une croissance, et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive en 76, vous voyez le même phénomène, c'est aux alentours de 40%, et le PQ est 40%, mais premier paradoxe, c'est que quand le PQ prend le pouvoir, il y a une stabilisation de la progression de l'identité québécoise. Et ça va se répéter, regardez, à partir de donc, juin 85, le PQ passe dans l'opposition, et là, de nouveau, il y a une croissance régulière de cette identité. Dès que le PQ se fait sortir du pouvoir, on est en 2003, il y a une stabilisation, en 94, de nouveau une stabilisation. Ce qui m'inquiète dans ce graphique, c'est que la défaite de 2003 ne s'accompagne pas du même phénomène. C'est comme si on était sur un plateau, c'est environ les 2/3 des francophones qui se disent québécois d'abord, à peu près un 6e qui se dit canadien, puis un 6e qui se disent canadien français. Alors, regardez en détail. Ce que j'ai fait ici, c'est simplement ce que font les économistes. J'ai pris ma courbe, je l'ai lissée, là, comme on fait pour une courbe régulière. On voyait très bien qu'il y a une courbe qui monte régulièrement, et à partir du début des années 2000, là, c'est stabilisé. Ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de progression parmi les francophones qui se disent québécois. C'est peut-être aussi un effet du pouvoir des commandes. Alors, pour ce qui est des Canadiens français, c'est clair que c'est en chute régulière, malgré une certaine stabilisation depuis une dizaine d'années, aux alentours de 15%. Donc, à peu près un Québécois sur 7 se dit encore Canadien français. Et pour ce qui est des Canadiens, il y a une chute très très forte au début du mouvement souverainiste, donc des années 70, avec maintenant une certaine stabilisation. Alors, je vais vous montrer quelques résultats de sondage pour plus détailler ça. D'abord, selon la langue maternelle, donc chez les francophones, en fait, les 2/3 des francophones se disent québécois, ce que je viens de vous dire. Un 6e, environ 15% se disent canadien français, puis un 6e se disent canadien. Chez les anglophones, comme chez les allophones, il y en a une très faible proportion, 10% d'anglophones qui disent québécois, un peu plus, une quinzaine de pourcents d'allophones, mais vous voyez que l'identité très dominante, c'est effectivement canadien. Et ça, c'est intéressant parce que quand on pose cette question dans les sondages, on donne la possibilité autre. Alors, on pourrait s'attendre qu'un Pakistanais d'origine se dise d'abord pakistanais, puis ensuite canadien, ou qu'un Italien se dise italien. Ce n'est pas le cas. Et ça, c'est de manière récurrente, tous les sondages ont confirmé. Les identités autres, il y en a un petit nombre, mais c'est très très minoritaire. Autrement dit, les gens issus de l'immigration s'identifient très massivement à l'identité canadienne, comme dans le cas des anglophones, on peut bien comprendre. Je vous signale, ça c'est basé, en 2004, le Bloc avait fait ce qu'on appelle le tracking, c'est-à-dire on interrogeait 300 personnes par jour de campagne,
qui permettait à tous les 3 jours d'avoir un échantillon de 1000. Et donc, quand on cumule tout ça, c'est 9400 répondants, donc c'est une donnée très très fiable. L'autre donnée que je vais vous présenter, c'est l'identité selon l'âge. Alors, vous voyez très bien qu'effectivement, c'est les jeunes générations. Chez les moins de 24 ans, 80% des francophones se disent québécois, et chez les personnes les plus âgées, 65 ans et plus, ce n'est que 40%. Donc, le phénomène, c'est qu'au fil des décennies, c'est le remplacement des générations qui a imposé l'identité québécoise. Les personnes âgées des années 70 et 80, se disaient Canadiens français, c'est l'appellation. Alors c'est extraordinaire parce que ce peuple, la vallée du Saint-Laurent, ça fait 3 fois qu'ils changent d'identité. Ils ont été français, après ça ils ont été canadiens, évidemment au fil des générations. Et là, le Canada leur a volé leur nom. C'était des discussions chez les pères de la Confédération. Parce qu'il y avait d'autres noms proposés pour ce nouvel État. Le Canadien, c'était justement pour... Là, les ex-Canadiens se sont dit Canadiens français. Et après ça, au moins volontairement, cette fois-ci, ils se sont dit Québécois. Alors vous voyez, il y a un phénomène de remplacement des générations, mais il s'est ralenti vu que ça stabilise maintenant lors de tiers. Si on regarde maintenant les intentions de vote selon l'identité, comment les gens votent en fonction de leur identité. Alors en rouge, c'est les gens qui... Donc c'est toujours les francophones. Les autres, ils votent tous contre. Le PQ, le Bloc, le oui. Bon, il n'y a pas tellement d'analyse à faire, ça simplifie beaucoup la recherche. Alors en rouge, c'est les gens qui disent canadiens. En rose, ceux qui disent canadiens français. Et en bleu. Alors vous voyez, pour ce qui est du vote au PQ, ça c'est un sondage qu'on avait fait à l'automne 2000, mais si on le refait aujourd'hui, ça donne à peu près les mêmes chiffres. Vous voyez, 70%, presque 70% des francophones disent qu'ils voteraient pour le PQ, et seulement 20% des Canadiens français, et seulement moins de 20% des Canadiens, donc des Canadiens francophones. Pour ce qui est du Bloc, vous voyez, c'est à peu près la même structure. La souveraineté, ça serait un référendum comme la question de 95. L'indépendance, c'est qu'on pose la question, mais si la question était êtes-vous pour ou contre l'indépendance du Québec, alors comme toujours, évidemment, il y a une légère baisse, mais elle est surtout forte dans les groupes canadiens, français et canadiens. Chez les francophones, ça reste très au-dessus de 60%. Et le pays, ça c'est une question qu'on utilise régulièrement. On demande aux gens si, en définitive, il n'y a pas moyen de s'entendre avec le Canada pour refaire une nouvelle constitution ou pour aménager la place du Québec. Est-ce que votre choix, ça serait de faire un pays ou de devenir une province comme les autres? Et là, quand on met les gens au pied du mur, c'est clair que la réponse chez les souverainistes, on s'en fout. Et donc, chez les souverainistes, c'est plutôt non. Alors, j'ai un dernier tableau, je pense. Intention de vote référendaire sur l'identité. Vous voyez, les Québécois, donc toujours les francophones. Les Québécois, c'est de l'ordre de 70%. Ça, c'est les sondages faits au Bloc en 2004. Chez les Canadiens français, c'est à peine 30%. Et chez les Canadiens, c'est environ 15%. Donc, les francophones qui disent canadiens sont très peu portés à voter pour la souveraineté. Alors, si on résume ça, en gros, actuellement, et depuis une dizaine d'années, c'est assez stable, plus des 2/3 des francophones se disent québécois. Les 3/4 des francophones qui se disent québécois disent qu'ils voteraient oui à la souveraineté. Si vous faites le petit calcul en se remémorant les règles qu'on apprenait à l'école primaire, 2/3 multiplié par 3/4, ça donne une demi. La moitié des francophones voteraient oui à la souveraineté. Et ce que ça veut dire, c'est que l'identité québécoise est une condition nécessaire pour voter oui à la souveraineté. Elle n'est pas suffisante, parce que si elle était suffisante, on obtiendrait 80% pour le oui, puis le Québec serait souverain depuis longtemps. Mais ce que ça veut dire, c'est que, en temps mort, et je souligne qu'actuellement, il n'y a pas de référendum à l'horizon. Hein. D'abord, il faudrait d'abord que le PQ prenne le pouvoir, et même à ça, bon. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un 40%, c'est ce que j'appelle la conviction tranquille. Des gens qui sont prêts à voter oui en n'importe quel temps. Je donne toujours un exemple de ma fille. Ma fille qui a 40 ans, ce qui ne me rajeunit pas, elle vient d'avoir 40 ans, elle est jumeaux. Et ma fille, elle travaille à temps plein, son chum travaille à temps plein, elle a 3 enfants, 10 ans, 7 ans et 3 ans. C'est sûr que la politique n'est pas vraiment dans ses priorités. Hein, je veux dire, ils arrivent difficilement à joindre la garderie pour le petit, qui travaillent dans des compagnies privées à 40 heures semaine, ça. Mais c'est sûr qu'il y a un référendum à voter oui, il n'y a pas de problème. Ça, je pense qu'il y a plusieurs centaines de milliers de Québécois qui sont dans cette situation. Ils ne sont pas politisés, mais en fait, ils sont convaincus que c'est la solution. Alors, ce que ça donne, ici, vous avez le tableau des sondages qui ont été faits depuis le 30 octobre 1995. Donc, en fait, le premier point, c'est le résultat du référendum, avec un petit point rouge, juste un petit point bleu.
Là-dedans, je pense qu'il y a 200 et quelques sondages. La bonne nouvelle, si vous voulez, c'est la suivante. Ce que j'ai mis ici, c'est la barre du 40%. Comme il y a à peu près rien que des francophones qui votent oui, qu'il y a environ 80% de francophones au Québec, la moitié de 80%, 40%, c'est la majorité, en fait, des francophones. Ça veut dire que le oui, actuellement, dans les sondages, ce qu'ils nous disent, ce que je viens de dire à la diapositive précédente, il y a environ la moitié des francophones qui sont prêts à voter oui en n'importe quel temps. Alors, évidemment, après ça, ça varie selon les conjonctures. C'est très drôle parce qu'au lendemain du référendum, le oui a mené jusqu'en octobre 96. Alors moi, ce qui me faisait dire que les Québécois, c'est leurs origines normandes, paraît-il, quand on leur demande oui ou non, ils répondent oui. Le lendemain, ils font ouais. C'est un peu ça. Et ce tableau est intéressant parce qu'au lendemain du référendum de 1980, le oui, le ressac a été beaucoup plus violent. Le oui avait tellement baissé que les sondeurs ne posaient plus la question, ils considéraient que c'était un peu gaspiller son argent. Dans le registre des sondages, à partir de 83, 84, surtout après 85, on n'a plus de données parce que Crop ou Léger, qui est apparu à ce moment-là, il ne posait plus la question, il n'y a plus aucun client qui l'a demandé. Le oui, les intentions de vote référendaire, c'est réapparu dans les sondages quand le mouvement s'est relancé après le décès de René Lévesque et la loi de charcutage à Lausanne. Et là, c'est redevenu, au moment de Mitch, évidemment, ça a monté presque dans la stratosphère. Une autre remarque, ce qui arrive pour la période la plus récente, donc depuis 2007, c'est que les sondeurs ont changé leur question. Jusqu'ici, la question, c'est toujours la même. S'il y avait un référendum avec la même question qu'en 1995, voteriez-vous oui ou non? À partir du printemps 2007, Crop le premier, puis Léger a suivi. La question maintenant, est-ce que si le référendum, si on vous demandait êtes-vous pour ou contre l'indépendance du Québec, répondriez-vous oui ou non? Ce qui est remarquable, ça on le savait, ça fait, et d'ailleurs c'est pour ça que Crop, je pense, a changé la question, justement, pour affaiblir le oui. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, ça revient un peu pour eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé, de toute façon, quelle que soit la question, les gens vont toujours répondre sur le fond. Êtes-vous pour l'indépendance du Québec? Ouais, on a besoin de souveraineté, partenariat, association. J'ai un voisin qui est très canadien-français, c'est un francophone de Manitoba. Entre voisins, il ne faut jamais parler politique. On ne parle jamais politique. La seule fois où on a parlé de politique, c'était en 1980. C'était un magnifique printemps, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et pour lui, si le oui passait, le Québec devenait un pays indépendant. Je dis non, c'est un mandat de négociation. C'est si un oui. Alors, je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps à discuter de la formulation de la question, alors que, et là, plus la question est fade, plus les autres vont l'interpréter comme un refus à la question minimale. Mais en fait, le refus, il était sur la question du fond et de justesse. Donc, nous, ce qu'on utilise depuis 20 ans, en fait, depuis 15 ans, ce qu'on appelle les cas d'estimateurs, et tu en as un peu parlé tantôt, en fait, on pose... Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'il n'y a pas des souverainistes et des fédéralistes au Québec. Il y a quand même des nuances, et c'est surtout ça qui va devenir important pour la stratégie de conviction. Il y a un noyau de fédéralistes très très cohérent, un noyau de souverainistes très très cohérent. C'est entre les deux, puis c'est eux qui vont faire la différence. Alors ça, on le mesure avec 4 questions. On demande aux gens, pensez-vous qu'il soit impossible de réformer le fédéralisme de façon à satisfaire à la fois le Québec et le Canada? En fait, la question, on demande, pensez-vous qu'il est possible, et après ça, on inverse la réponse. C'est sûr que les gens qui pensent qu'on ne peut pas réformer le Canada vont être plus portés à être souverainistes. Et ensuite de ça, on pose 3 autres questions. Pensez-vous que le Québec a le droit de se séparer? Et ça, on a toujours posé comme ça, donc le mot séparation. Pensez-vous que le Québec a les ressources humaines et les ressources naturelles et le capital financier pour devenir un pays souverain? Et 4e question, pensez-vous que le projet de souveraineté politique mis de l'avant par le Parti québécois sera réalisable? Je vais te contenter parce que tu as fait une remarque, mais on a eu un problème dans le dernier sondage. Alors, si on regarde ce que ça... Alors, vous voyez bien que une personne qui pense qu'on a le droit, que c'est... qu'on a les moyens d'être souverain, que c'est faisable, et qu'on ne peut pas réformer le fédéralisme, il va être porté à être très très souverainiste. Et inversement, ceux qui pensent qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas les moyens de façon, puis que c'est pas faisable, puis qu'en plus de ça, on peut s'arranger avec les Canadiens, vont être portés à voter non. Alors si on regarde, le premier indicateur, est-il impossible de réformer le fédéralisme? Vous voyez, alors ça c'est uniquement les francophones, c'est aux alentours de 40%. Et ici, ça c'est le dernier sondage qui a été présenté par le Bloc au printemps dernier. Mais dans ce sondage, on a eu un problème, et ce qu'on a eu, c'est ce qu'on appelle la contamination. Comme ça portait sur une sorte d'enjeu de négociation, ce qui est arrivé, c'est que là, quand on est arrivé à ces questions-là, les répondants étaient dans une espèce de climat
de réforme du fédéralisme, et donc ça fait baisser l'indicateur, mais depuis on a fait d'autres sondages qui sont encore. Il y a environ 40% des francophones qui pensent encore qu'on peut réformer le fédéralisme de façon à satisfaire le Québec et le reste de l'Europe. Ça, c'est après 2 commissions provinciales d'enquête, 2 fédérales. Moi, quand j'arrivais au Québec, on discutait de la formule Fulton-Favreau. Ça fait 40 fois qu'on essaye, là. Mitch, c'est le dernier, Charlton, mais il y a encore 40% des francophones du Québec qui pensent encore qu'on peut s'entendre. Ça, c'est ce que nous, on appelle la grande illusion, je vais y revenir tantôt. Pour ce qui est, le Québec a le droit de se séparer, vous voyez, c'est acquis, c'est relativement stable. Il y a des variations, parce qu'il y a toujours des variations dans les sondages, mais vous voyez, en gros, 60% des francophones pensent qu'on a le droit de se séparer. Autrement dit, la loi de la clarté, c'est pas ça qui va les déstabiliser. Pour ce qui est, le Québec a les ressources pour être souverain, vous voyez, c'est au-dessus de 60%. Ça, c'était pas comme ça dans les années 70, il y avait plein de monde qui pensait, qui était colonisé au point de penser que c'est Ottawa qui nous faisait vivre. Ça, on avait pensé qu'il faisait des déclarations d'impôt fédéral et que c'est de l'argent qu'on envoyait à Ottawa. Donc, vous voyez, ça, il n'y a plus de problème. D'ailleurs, même Charest l'a reconnu à la radio en France il y a quelques années. Là, il a reconnu que ça serait bien. Non seulement ça serait bien, mais on serait dans le peloton de tête. On serait un petit pays avec un PIB qui est quelque part entre l'Autriche et la Belgique. C'est ça. Le 4e estimateur, le projet de la souveraineté, est-ce qu'il est réalisable? Alors évidemment, c'est celui qui varie le plus dans le temps, parce que ça dépend des conjonctures, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, dans notre dernier sondage du mois de mai en 2010, c'était bas, parce qu'évidemment, il y a eu contamination par les autres questions. Mais depuis, ça se tient en haut de 50%. Autrement dit, il y a encore 50% des francophones qui pensent que c'est réalisable, que ça pourrait venir. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe les questions, on compte le nombre de fois que les gens ont répondu oui à un des 4 estimateurs. Donc on obtient 5 catégories, 0 oui, 1 oui, 2 oui, 3 oui et 4 oui. Et regardez maintenant comment ça évolue. Donc toujours chez les francophones, 0 oui, c'est les gens qui disent on n'a pas le droit, on n'a pas les moyens d'être souverain, c'est pas faisable, puis en plus ça, on pourrait s'entendre avec le Canada. Ça, c'est Stéphane Dion. Alors, vous voyez, c'est à peine 15% des francophones. Un oui, c'est des gens qui ont répondu une fois oui aux 4 questions. Peut-être on a le droit, ou peut-être c'est réalisable. On ne cherche pas à distinguer, sinon on aurait trop de groupes. Vous voyez, c'est encore 15%. Vous voyez, il y a une segmentation très forte de l'électorat. Je m'excuse, j'ai oublié de le mentionner. Ça, je l'appelle, moi, les fédéralistes convaincus. Ça, c'est le noyau dur des fédéralistes francophones, auxquels, il va falloir ajouter les anglophones et les allophones. Maintenant, ici, j'appelle ça les fédéralistes modérés, ou je n'ai pas le terme, donc modérés. Et il y a effectivement le groupe problématique, c'est ce qu'on appelle, nous, les centristes, c'est les gens qui ont répondu 2 fois oui. C'est-à-dire qui ont pu dire, oui, on a le droit, oui, on a les moyens, mais c'est pas faisable, puis on peut s'entendre avec les Canadiens. Ou toute combinaison comme ça. Et vous allez voir, c'est ceux-là qui sont la cible en campagne électorale et en campagne référendaire. C'est toujours eux, parce qu'ils ont certaines caractéristiques que je vais vous détailler. Alors, pour les 3 oui, c'est au-dessus de 25%, c'est les souverainistes modérés, et les souverainistes convaincus, c'est au-dessus de 20%. Donc, vous voyez, il y a un noyau très très consistant de francophones qui sont souverainistes, soit modérés, soit convaincus. Par exemple, quand on pose la question sur l'indépendance, on en perd dans le groupe 3. Parmi les modérés, il y en a certains qui ont peur d'aller aussi loin que ça. Quoique je suis convaincu que si c'était la question, il faudrait quand même oui. Parce qu'il y a une dynamique, c'est-à-dire, quand on pose des questions dans un sondage, on le fait hors contexte, un peu à froid. Ce qui va arriver dans une campagne référendaire, c'est qu'il y aura une dynamique et le positionnement des adversaires. Et moi, je suis convaincu que la grande fête du 31 octobre, dans le 29 octobre, ça a dû pousser des gens. Moi, je connais quelqu'un qui a toujours un peu de se faire niaiser comme ça. Il nous aime tout d'un coup, parce que les sondages montraient que peut-être le oui gagnerait, tout d'un coup, il nous aime. Donc, ça a dû avoir des effets qui sont compensés. Alors, si on regarde maintenant en 3 groupes, donc toujours chez les francophones, vous voyez, donc 0, 1 oui, 2 oui, toujours le groupe centriste, et 3, 4 oui, les souverainistes. Vous voyez, eh bien, ici, ça varie en sens inverse. Ce que ça veut dire, c'est que les centristes, c'est un groupe assez stable, et je vais vous montrer quelques caractéristiques sociologiques. Alors, si je regarde maintenant comment les gens votent en fonction de ce positionnement constitutionnel, regardez, pour ce qui est du vote du PQ, ceux qui ont répondu 4 oui, c'est au-delà de 80% qui disent dans un sondage, donc ça c'est à l'automne 2000, qui voteraient PQ. Pour les 3 oui, ça descend un peu, et la cassure se fait ici, donc les 2 oui, c'est uniquement 40%, et évidemment les 0 oui et 1 oui, majoritairement ils ne votent pas pour le oui.
Même chose pour la souveraineté et même chose pour l'indépendance. Pour l'indépendance, d'ailleurs, la courbe est encore plus marquée, ce que je disais tantôt. Il n'y a à peu près pas de 0 oui, donc de fédéralistes convaincus qui voteraient pour l'indépendance du Québec. Il y en a à peine 5% parmi ceux qui sont fédéralistes modérés, mais c'est 90% et plus. Alors évidemment, d'un sondage à l'autre ça change, mais je vais vous montrer quelques exemples, c'est relativement stable. Ici vous avez l'identité sur leur orientation constitutionnelle, donc comment ces gens-là se positionnent dans la question êtes-vous québécois, canadien, canadien, français, etc. Alors vous voyez que chez les 4 oui, l'immense majorité, près de 100%, c'est des québécois. Chez les 3 oui, c'est au-delà de 80%, et ensuite de ça, ça décroît régulièrement. Évidemment, les très fédéralistes, ce sont ceux qui se disent à un tiers environ canadien, un tiers canadien français, puis un tiers québécois. Alors oui, le portrait est très clair, c'est très lié, c'est-à-dire que la question de l'identité québécoise est un prérequis, une condition nécessaire pour être porté pour être souverainiste. Regardez, intention de vote référendaire selon l'orientation constitutionnelle. Donc, est-ce qu'il voterait oui ou non? Ça, c'est des sondages que le Bloc a fait en 2004, qu'on a fait pour le Bloc, avec 9800 répondants. Vous voyez, ça part de 10% chez les 0 oui. Donc, parmi les plus fédéralistes, il y en a quand même un 10% qui disent qu'ils voteraient oui à un référendum, mais ça monte au-delà de 95% pour les plus souverainistes. Le problème, évidemment, il est ici, et ça, c'est 15% de l'électorat. Donc, c'est une partie qui n'est pas négligeable. Et c'est elle, en fait, qui fait l'effet des commandes. Je vous signale que ce n'est pas spécifique au Québec. Aux États-Unis, c'est ce qu'ils appellent les électeurs indépendants. Les électeurs américains doivent s'identifier comme sur la liste démocrate ou républicaine. Il y en a qui refusent. Et ces indépendants, c'est selon qu'ils basculent d'un bord ou de l'autre que le président élu est démocrate ou républicain. En Europe, habituellement, c'est le positionnement gauche-droite. Depuis l'extrême gauche, la gauche, jusqu'à l'extrême droite, et il y a des gens qui refusent d'être catégorisés dans des catégories comme ça, et c'est souvent eux qui varient justement, qui ont une opinion moins ferme. Alors regardez maintenant, intention de vote référendaire sur l'orientation constitutionnelle, c'est le même tableau que précédemment, mais ça c'est les sondages de 2006, donc vous voyez que d'une élection à l'autre, c'est à peu près les mêmes chiffres, il y a des petites variations, mais en gros le schéma est clair, les deux groupes, 3 oui, 4 oui, nous sont acquis, et ils vont voter oui, ils font partie du 40% qui répond oui, s'il y avait un référendum, je voterai oui, alors qu'il n'y a pas de référendum. Après 2003, c'était pas évident qu'il y aurait un référendum avant. On se disait, ben, après 80, ça a pris 15 ans. Là, on a dépassé le 15 ans. On vient de dépasser le 15 ans. Alors, le cheminement politique, on avait d'autres indicateurs. Premier résumé, c'est d'abord l'identité, qui est le premier facteur, mais on a détecté deux autres facteurs. C'est le fait de se percevoir différent des Canadiens. Et ça, les fédéralistes, ils sont très au courant de ça, parce que d'abord, ils disent, quand j'ai écrit des textes dans les journaux, mais j'en fais moins depuis quelques années, mais ils font le même type de recherche, eux, ça leur pose problème. Les Québécois, qui se perçoivent différents des Canadiens, et c'est une série de questions sur les valeurs morales, les valeurs quotidiennes, les façons de vivre, les goûts, la consommation culturelle, tout ça. Dès qu'ils se perçoivent différents, c'est un plus pour la souveraineté. Et le troisième facteur, c'est la prépondérance du Québec sur le Canada. Autrement dit, on demande aux gens, pour vous, une question genre, quel est le gouvernement le plus important? Quel est le gouvernement avec lequel vous vous sentez le plus concerné? Est-ce que c'est à Ottawa ou est-ce que c'est à Québec? Il y a des gens qui répondent Québec, donc ils donnent une prépondérance au Québec, aussi sont portés à être plus souverainistes. Et évidemment, ces trois facteurs, quand ils se lient ensemble, c'est la revendication minimale de réformer les fédéralistes, et on obtient toujours un refus. Donc ce refus par le Canada d'un statut particulier, qui est probablement le rêve le plus partagé au Québec, je vais vous montrer tantôt des chiffres. Et évidemment, ce refus, ce qui signifie, il est reçu comme une négation du droit et de la liberté d'être différent. Les Canadiens n'acceptent pas que les Québécois soient différents, ils se sentent différents. Et donc, c'est ça qui amène au constat qu'on ne peut pas réformer le fédéralisme de manière à satisfaire le Québec et le reste du Canada, et c'est un vote pour la souveraineté. Autrement dit, il faut insister dans notre travail politique, je pense, entre autres, mais surtout sur l'identité, bien entendu, mais aussi la perception des différences, réaffirmer toujours qu'on est différent. Il y a eu un dossier très récent que j'ai trouvé très drôle, parce qu'au Club des Ex, Charbonneau l'a mentionné, c'est le producteur de foie gras. Il y avait une fête des neiges à Ottawa. Puis bon, là, il y a un petit groupe écologiste qui a dit non, c'est méchant pour les animaux. Finalement, il
il a repris ici son intérêt, puis il est rentré à Montréal. Et Charbonneau a remarqué qu'à Montréal, ça ne se passerait pas, à Québec, ça ne se passerait pas. Oui, il y aurait peut-être les mêmes écologistes qui diraient que c'est cruel pour les animaux, mais ça n'annulerait pas la fête. Il dit, on est différents, c'est ça la différence, hein, c'est sur des petits dossiers comme ça que ça sort. Et Mme Fouda, qui est dans l'émission, a pogné les nerfs une fois de plus. Mais non, on est pareil, on est Canadiens, vous voyez, et ils sont conscients de ça. Tant que les Québécois ne vont pas se sentir Canadiens, et la question de l'identité, écoutez, c'est pas moi qui a fondé les premiers chiffres dans son livre. Ils le savent très bien, c'est ça leur problème. C'est qu'il n'y a pas d'identité canadienne chez les francophones. Et c'est pour ça qu'ils ont fait prendre des commandes. Alors ça a peut-être opéré un peu, mais on est toujours dans ça. Et la prépondérance du Québec, c'est que le gouvernement national du Québécois, c'est le gouvernement du Québec. Et ça nous piège beaucoup, parce qu'on sent violent, nous. Moi, j'ai dit ça aux étudiants. Chaque fois on a un psychodrame régulier, c'est la négociation avec la fonction publique. Et je leur dis toujours, savez-vous qu'il y a plus de fonctionnaires fédéraux au Québec que provinciaux? Là, les gens sont surpris. Oui, il y a plus de fonctionnaires fédéraux au Québec que de fonctionnaires provinciaux. De fonctionnaires, pas la fonction publique au sens large, mais les fonctionnaires d'État, parce qu'il y a l'armée, parce qu'il y a l'immigration, parce qu'il y a les ports nationaux, parce qu'il y a la garde côtière, puis qu'on met tout ça. Le recensement nous dit que numériquement, ils sont... Enfin, c'était au recensement de 2001, ça a peut-être changé, ils sont légèrement plus. On ne débat jamais de la renégociation des fonctionnaires fédéraux. Hein, et ça implique, c'est notre argent, hein, parce qu'ils sont payés, ils ne sont pas payés par Ottawa, ils sont payés par nos impôts qu'on envoie à Ottawa. Alors continuons. Ce que j'appelle maintenant la grande illusion, et je vous incite à aller sur le site du Bloc québécois, tout le colloque qui a eu lieu donc, le 5-6 mai 2010, il y a un diaporama qui présente le sondage, puis il y a eu beaucoup de controverses, c'est très intéressant parce qu'il y a tous les aspects juridiques, politiques. Et ce que j'appelle la grande illusion, c'est la croyance dans la possibilité de réformer le fédéralisme qui constitue le principal obstacle de souveraineté. Ça, j'avais écrit ça dès le printemps 95, dès qu'on a fait nos estimateurs du RSM. Ça n'a pas de bon sens que même, vous allez voir, même les souverainistes pensent qu'on peut refaire le Canada après 40 ans de tentatives qui ont tout échoué. Ah, il n'y a pas moyen. D'ailleurs, s'il y avait moyen, ça se serait fait depuis longtemps, puis il n'y en aurait plus de revendication, parce que les Québécois se sont satisfaits d'une espèce de place un peu ce que la Belgique a... Non, ce que les Suisses ont, disons. Hein. Les Suisses, c'est l'exemple de la Suisse, a été proposé dans les années 70 par un chercheur anglophone. La Suisse est l'unilinguisme cantonal. Chaque canton, c'est unilingue. J'étais souvent en Suisse. Et quand un Zurichois arrive à Genève, il n'y en a pas d'école allemande à Genève. C'est rien d'école française. Puis à Zurich, c'est rien des écoles en allemand. Et il n'y a plus de conflit linguistique. Et étonnamment, il y a plus de gens bilingues en Suisse, pour l'expérience que j'en ai, qu'au Canada anglais. Quand vous êtes à Zurich, vous n'avez pas de problème ni dans les restos, ni dans les hôtels, ni avec le policier qui vient vous mettre un ticket parce que vous avez une auto louée puis vous mettez un endroit interdit. Il n'y a pas de problème de bilinguisme parce qu'il n'y a pas d'hostilité. Et l'État fédéral, évidemment, lui, il est multilingue dans ses rapports avec les citoyens, donc l'État fédéral. Et ça pourrait être négocié, mais ça ne s'est pas fait. Alors, je l'ai dit tantôt, la première condition nécessaire pour être souverainiste, c'est de se dire d'abord québécois. Hein, c'est pas rien que des Québécois qui votent oui, il y a quand même des Canadiens français qui votent oui, mais essentiellement, l'immense majorité, c'est quand même des gens qui ont un sentiment d'identité différente de l'identité canadienne. Et la seconde condition nécessaire, c'est de penser qu'on ne peut pas réformer le fédéralisme. Parce que tant qu'on pense qu'on peut le réformer, moi j'ai toujours dit, il y a un certain risque dans l'indépendance. Hein. Il y a certainement le risque de quelques années difficiles. L'histoire humaine n'est pas rationnelle. Je pense que les dirigeants canadiens négocieraient. De toute façon, ce n'est pas eux qui décident de négocier, c'est nos créanciers. C'est les Japonais et les Chinois aujourd'hui. Mais les peuples ne sont pas rationnels. Et rappelez-vous ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie. Les Slovaques ne voulaient pas l'indépendance tout de suite, ils voulaient une sorte de statut que le Québec a. Les Tchèques les ont sortis. Ah, vous voulez plus d'or. C'était pas rationnel. Et ça a beaucoup nuit à la Slovaquie, mais paradoxalement, 30 ans plus tard, c'est la Slovaquie qui a un taux de progression économique plus fort que la Bohème la République tchèque. Donc, je pense que Mitch était ça, le mouvement que les dirigeants canadiens-anglais étaient prêts à concéder, Mulroney en tête, mais la population ne voulait pas. Puis Trudeau a retourné ça en 2 discours, hein, parce qu'il y avait un sentiment, non, il ne faut pas céder aux Québécois. Donc, seconde condition. Alors maintenant, si on regarde ce que je vous dis depuis tantôt, ça c'est un sondage qu'on avait fait à l'automne 2000, mais je vous dis ça pourrait toujours les mêmes chiffres. On demande aux gens, donc le premier estimateur, est-ce que vous croyez qu'on peut réformer le fédéralisme? Alors dans les groupes fédéralistes, c'est clair, très majoritairement, 80%,
entre 70 et 80%, qui soient des électeurs du Parti libéral, qui soient des gens qui disent qu'ils voteraient non à la souveraineté, non à l'indépendance, qui se disent canadiens, qui se disent canadiens français. Une très forte majorité pense qu'on peut réformer le fédéralisme. Ce qui est étonnant, donc ça, il n'y a pas de surprise. Ce qui est étonnant, c'est les 4 barres en bleu, des gens qui disent qu'ils voteraient pour le PQ, qui voteraient oui à un référendum sur la souveraineté, ou qui disent qu'ils voteraient oui à un référendum sur l'indépendance, et qui se disent québécois. Regardez, il y en a environ autour de 50% qui pensent qu'on peut réformer le fédéralisme. C'est ça qui est dit. Et ça, c'est vraiment un obstacle. Et si on le prend pas au fond, en 1995, on avait alerté M. Rizzo. Il était probablement trop tard pour se rendre compte de ce phénomène, mais nous, on venait de le découvrir. C'était les partenaires de la souveraineté qui avaient fait ça. C'était la première enquête. C'est Jean Manguet, en fait, il faut le reconnaître, il y a eu des accords politiques dans le groupe. C'est lui qui a trouvé ça, c'est lui qui a fait une présentation. C'était devant les partenaires pour la souveraineté. Et quand il a combiné les 4 indicateurs, il a dit on a l'instrument qui nous permet de ventiler, de segmenter l'électorat. Alors, ça, c'est vraiment un obstacle. Et ça, éventuellement, c'est ce que tu disais tantôt, c'est en parlant, c'est en disant tout le temps, il faut que l'indépendance survienne, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a toujours des problèmes. Et quel que soit le domaine d'activité, ça bloque toujours. Il y a toujours un blocage. Alors, je vais vous parler des centristes, parce que c'est eux qui sont l'objectif qu'il faut convaincre, qu'il faut amener à nous. Alors, si on essaie de segmenter l'électorat québécois, nous, on en est actuellement à dire, on peut le segmenter en plusieurs morceaux. Premier morceau, c'est les souverainistes stables, qui représentent environ 35-40%, qui sont essentiellement des gens qui disent québécois. Ça, c'est ce que reflète le tableau que je vous ai montré. Le oui est en haut de 40% depuis 15 ans, à peu près sans discontinuer, à quelques exceptions près. Donc, ceux-là, ils ont une opinion définitive, et c'est des francophones, et au plan politique, c'est des gens qui sont plutôt progressistes, qui sont plutôt à gauche, mais j'aime pas le terme gauche, c'est plutôt progressiste. Donc, en fait, ils vont se souvenir de la Révolution tranquille, qui vont se situer dans une mouvance de gauche. De l'autre côté, on a les stables fédéralistes, qui représentent environ 40-45% de l'électorat, et là, c'est l'ensemble de l'électorat. C'est des gens qui se disent canadiens ou canadiens français, très majoritairement, et on peut décomposer en 2 groupes. D'abord, il y a les 20% d'anglophones et d'allophones, et d'autre part, environ 20 à 25% des francophones. Ça, c'est le noyau dur du fédéralisme qui va s'exprimer dans n'importe quel référendum. C'est aussi les gens qui ont dit oui à Chantal. On a affaire à des gens qui ont des convictions, comme ici dans la salle, tout le monde est plutôt souverainiste, je ne me trompe pas, mais c'est une conviction. Je veux dire, moi, je comprends pas les gens qui changent d'opinion passé 50 ans. C'est comme tu disais, c'est comme se renier soi-même. Il me semble qu'une conviction qui est bien établie est solide. Alors, ce qui reste entre les deux, c'est un noyau d'instables, centristes, qui sont ni fédéralistes, ni souverainistes, qui penchent d'un bord ou de l'autre sur les conjonctures, qui se disent majoritairement québécois, parce que c'est des francophones, évidemment, donc c'est essentiellement des gens qui disent québécois, et qui ont des opinions changeantes. Et là, il s'agit de savoir pourquoi ces gens-là ont des opinions si changeantes. Donc, je vous l'ai dit, les francophones, c'est aussi des gens qui sont très pragmatiques. C'est ça que je vais essayer d'illustrer. Alors, le portrait des centristes. Les caractéristiques politiques dans un premier temps. C'est des gens qui sont moins politisés. Et tout ce que je vous dis là, on est toujours en difficulté, les sociologues, parce qu'on a l'impression de regarder les gens de haut. C'est juste un constat. C'est des gens qui sont moins politisés. Ça, on l'a mesuré dans plusieurs sondages. On a des indicateurs éprouvés dans la littérature qui nous montrent que ces gens-là sont moins politisés. C'est aussi des gens qui sont moins informés, mais les deux choses sont liées. Ils sont moins politisés parce qu'ils sont moins informés, ils s'informent moins parce qu'ils sont moins politisés. C'est ça, on a tous les deux. Ce que ça implique, c'est que d'une part, ils ont un plus faible intérêt pour la politique, et sur la question d'information, ils ont un plus faible intérêt pour l'actualité. En fait, souvent, c'est des gens qui vont s'intéresser à l'actualité quand il y a des grands événements. Je vais vous donner un exemple. En 2001, il nous est arrivé ce que redoute tout sondeur qui fait un terrain, qu'il arrive quelque chose qui va complètement interférer. Alors, on avait décidé de faire un sondage sur les centristes, justement. Donc, un échantillon, on avait sélectionné des gens qui avaient un sondage précédent répondu de oui, de non. On commence le sondage le lendemain de ma fête du travail, en 2001. Il arrive le 11 septembre. On avait fait à peu près 500 répondants. Et là, on a tout de suite arrêté parce que là, les gens ne répondaient pas tout ça. Mais on a complété le sondage après. Et on a très bien vu que ces centristes-là, au lendemain du 11 septembre, tout d'un coup, ils se sont intéressés à la politique internationale,
ils regardaient plus d'émissions de télévision. Autrement dit, ils ont été pris, évidemment, par un méga événement. Mais en temps normal, ils sont peu intéressés par l'actualité politique, bien entendu. Comme ils ont un faible intérêt, ils ont peu de mémoire politique. Hein, pour eux, là, Mitch, c'est la préhistoire. 95, c'est le Moyen-Âge. Ils vivent en fait dans l'immédiat. Donc, et ils ont des opinions changeantes instables. Donc, ça veut dire que c'est un public où on ne peut pas miser sur leur mémoire politique. Comme je disais tantôt, la réforme du fédéralisme. Il faut avoir un peu de mémoire politique pour se rappeler, selon l'âge qu'on a. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler quand je suis arrivé au Canada, Don Favreau. Et donc, je le sais qu'il n'y en a pas de possibilité de changement parce qu'il y a eu toutes les tentatives, et d'Ottawa, et de Québec, et du PQ, et du Parti libéral. Puis finalement, ça a toujours échoué. Mais si vous n'avez pas de mémoire politique, c'est toujours à recommencer. Et les fédéralistes, ils jouent beaucoup sur ça. Ils font les violons, là. On va s'entendre, on n'est pas des sauvages. C'est vrai que le Canada, c'est pas des sauvages. Je te dis, j'ai vu ça. Ça serait un bon voisin, comme on serait sauvage. Et on sera en bon terme. L'évêque avait déjà dit, c'est pas le Goulag, quand même, le Canada. On ne subit pas ce que le Timor oriental a subi, où il y a un quart de sa population qui a été tuée avant qu'il y ait le Canada. Donc on n'est pas dans ce contexte-là. Et si je continue, tout ça fait qu'ils sont moins partisans. C'est des gens qui sont moins idéologues, si vous voulez, dans leurs convictions. Et ça a deux effets. C'est que souvent, c'est des gens qui n'ont pas d'ensemble défini d'arguments précis pour bâtir leur opinion, parce qu'ils sont moins informés, moins politisés, moins intéressés par la politique. Donc, ils argumentent souvent à l'aide de catégories non politiques. C'est des gens qui vous disent tel politicien, il parle bien. C'est un jugement de valeur qui est intéressant, mais je veux dire, ce qui compte, c'est ce qu'ils disent. C'est pas la façon qu'ils disent. Ou alors, il s'habille bien, on a déjà vu ça. Ou aux États-Unis, ça donne est-ce qu'il a une maîtresse ou pas. Est-ce qu'il a fumé du pot quand il était étudiant dans les années 70 en Californie, alors que tous ceux qui ont étudié dans les années 70, ça, c'était une norme. Si vous ne fumiez pas un joint dans un parti, vous passiez pour une espèce d'attardé mental. Et Clinton, lui, a trouvé moyen de dire oui, mais je n'avais pas à fumer. Donc, c'est des gens qui sont très, très concrets. Hein. C'est des gens qui sont vraiment dans le concret. En fait, plus spécifiquement, c'est ce que Jean Piaget appelle l'intelligence opératoire concrète. Qui est l'intelligence. Donc, c'est des gens qui sont plus portés, en fait, qui vont juger en fonction de choses très, très concrètes. Si vous voulez, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est en passe 40 au-dessus de la tête. Par contre, une seule déclaration d'impôt, la loi. Ça, c'est très concret. Et effectivement, ça serait mieux d'en avoir juste une. On payerait autant de toute façon, on est une ou deux, mais au moins de s'éviter le travail. Surtout que si vous avez un contact, il vous change le feu. Alors, d'autres caractéristiques qu'on a aussi mesurées dans les années 90 et 2000, c'est des caractéristiques psychosociales. C'est souvent des gens qui sont en situation de précarité, emploi, argent, famille, qui ont des problèmes. Et donc, qui ont tendance, si vous voulez, qui sont un peu dans les situations d'exclusion sociale. Pensez à un jeune qui cherche à rentrer sur le marché du travail. Pensez à une mère de famille monoparentale. Pensez à un chômeur. Pensez à quelqu'un qui a perdu sa job et qui en cherche une. Donc des gens qui sont plus fragiles psychologiquement parce qu'ils sont dans une situation de précarité sociale. Et ce qui va arriver, c'est que ça va leur donner un sentiment accru de solitude sociale. On est une société, surtout en ville, où effectivement, vous pouvez mourir dans votre appartement, puis ça va prendre une semaine avant qu'on vous découvre, parce que vous êtes isolé. Et ça engendre plusieurs caractéristiques. D'abord, la détérioration de l'estime de soi et la perception négative de son milieu. Et ça, c'est une des caractéristiques des gens fragiles comme ça. Et souvent, un certain nombre de centristes se recrutent dans ces catégories. Pensez aux assistés sociaux. Tous les sondages montrent que le PQ est moins fort chez les assistés sociaux que chez les gens qui sont sur le marché. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, ça reflète cette faiblesse. Et d'autre part, c'est aussi des gens qui finissent par... Comme ils ont une image de soi qui se dégrade, ils ont une perte de confiance dans leur propre opinion. Alors, l'estime de soi, évidemment, la détérioration de l'estime de soi rend ces gens-là plus vulnérables aux arguments de peur. Hein, ça génère de l'anxiété. Et ça, les fédéralistes le jouent tout le temps. Une autre anecdote. Quelques mois avant le référendum de 1995, on obtient par un ami, qui est dans le milieu des sondages, un questionnaire fait par le Conseil de l'unité canadienne, c'est ça, le CUC. Et c'était un questionnaire
c'était les 40 façons de faire peur aux Québécois. Ils avaient tout testé, question par question. Les fonds de pension pour les vieux, le supplément du revenu garanti. Et nous, le réflexe qu'on avait dit, on va prendre le questionnaire, on va faire un terrain, comme ça on saura ce qu'ils savent. On n'a jamais obtenu des fonds. C'est le minimum. On a un contact qui nous file ça, on va faire le terrain et on saura ce qu'ils savent. Parce qu'ils ont dû repérer un certain nombre d'éléments. Eux, ce qu'ils cherchaient probablement, sur quoi il faut taper, quels sont les points sensibles, en fait, dans les populations fragiles. Fermeture de l'anecdote. La perte de confiance, ça amène aussi un sentiment d'incompétence politique. Dans les sondages, on le sait très bien, c'est parce qu'on est toujours obligé de dire aux gens, un examen, ce qu'on vous demande, c'est votre opinion, et toutes les opinions se valent, c'est pas un test de connaissance de la politique, parce qu'il y a des gens qui réagissent, ah non, moi la politique, je ne comprends rien à ça. Non, non, tu es citoyen, tu as le droit de vote, donc tu vas voter, donc il faut que tu donnes ton opinion, et toutes les opinions se valent à ce niveau-là. Parce que la démocratie est fondée sur ça. C'est sûr qu'il y a des opinions qui sont plus fondées que d'autres, mais toute tentative de donner le droit de vote aux gens les plus compétents, ça serait catastrophique, je pense. Alors, ce que ça amène, c'est que ces gens qui sont anxieux, qui sont en situation de fragilité sociale, c'est éviter les conflits pour réduire l'anxiété. Donc c'est des gens qui sont très vulnérables à l'argument de la chicane. Je trouve ça épouvantable comme terme, parce que je trouve que c'est un terme qui n'a aucun sens sociologique ou politique. Là. La chicane, c'est deux enfants qui chicanent. Et pourquoi les fédéralistes nous disent ça? Ah, ça va être encore la chicane. Marois va provoquer des chicanes avec le Ottawa. C'est ça qu'ils visent. Hein. C'est ça qu'ils visent. Et puis ça, ils sont au courant. Puisqu'on a dit beaucoup de bien de nos amis péquistes, que j'adore par ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Une autre. Au printemps 95, parce que des fois c'est enrageant, puis on ne peut pas toujours le garder pour ça. En 95, au printemps, j'avais fait une étude, à l'été 95, j'avais fait une étude. Moi, je prétendais que le oui menait dans les sondages, mais je prétendais que les non-répondants, il ne faut pas les répartir proportionnellement, il faut en donner plus au camp du non. Après avoir analysé des sondages depuis 1972. Je fais un document que j'envoie dans un premier temps, évidemment, au personnel politique. M. Parizeau, les ministres, tout ça, j'en ai envoyé une trentaine. Aucun écho. Bon, la seconde batch, c'est aux journalistes. Donc j'envoie ça à certains chroniqueurs, et Pierre O'Neill, dans le Devoir, en parle. Il y a une étude qui circule, M. Drouillet, dont j'ai obtenu une copie de ça. Je n'oublierai jamais, ça sort dans le Devoir, donc un mercredi matin, je suis chez nous à Brossard, en banlieue, dans le sous-sol, en train de travailler. Le téléphone sonne. Conseil privé du Canada. Et la madame m'a dit, M. Drouillet, ce matin dans le Devoir, Pierre O'Neill parle d'une étude. Peux-tu avoir accès à cette étude? Ben, j'ai dit oui, j'ai envoyé au journaliste. Oui. Je vous l'envoie où? Elle dit non, non, on vient la chercher. C'est une limousine qui a traversé le pont Champlain pendant l'après-midi chez moi pour prendre l'étude. Je suis sûr qu'ils l'ont faxé tout de suite à Ottawa. Et là, tu te dis, mais j'ai envoyé ça d'abord au péquistes, ben, puis il y a eu un délai, ça n'a pas été 3 jours après, j'ai attendu une semaine ou deux. Là. Ça, c'est tellement enrageant. Là. Maintenant, on peut le dire, c'est de l'histoire ancienne. Alors, je vais finir avec ce tableau. Ceux qui ont le sentiment d'incompétence politique, ils vont se réfugier dans ce qu'une sociologue allemande, Elisabeth Noël-Newman, avait appelé la spirale du silence. Des gens qui se taisent. Des gens qui pensent que leur opinion ne vaut pas, et lorsqu'ils sentent que le milieu dans lequel ils sont est majoritairement dans une opinion contraire à la leur, ils ont tendance à rester. Quoi. Je donne toujours l'exemple, parce que ça nous arrive tout le temps. Tu sais, vous êtes une gang d'amis, puis il y a une discussion politique. Puis d'un coup, il y en a un qui se lève, puis qui ça va chercher une bière au frigidaire. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qu'il se dit, mais il ne veut pas se brouiller avec ses chums. Donc, en fait, la solution, c'est de se taire. Et ça nous donne dans les sondages ce que j'appelle des discrets. Des gens qui ont le sentiment que leur compétence politique n'est pas forte, que leur opinion n'est pas majoritaire dans la société, et dans les sondages, ils vont avoir tendance à dire non. Alors, dans le cas du Québec, spécifiquement, c'est toujours des francophones fédéralistes. Parce que la majorité des francophones sont souverainistes. Ça paraît moins aujourd'hui, mais il y a 20 ans, à l'université, je veux dire, les fédéralistes, ils disaient pas un mot, parce qu'ils se sentaient minoritaires. C'est une réaction que des gens, même très compétents par ailleurs, dans leur propre domaine, ils n'ont pas avoir. Alors, c'est ça qu'on vise à convaincre. Mais c'est faisable, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en conclusion, environ 40% des Québécois, pour faire simple, sont environ la moitié des francophones, sont acquis, puis ils sont prêts à voter oui en n'importe quel temps. Il y a un autre groupe, environ 40% des Québécois, soit environ le quart des francophones et la presque totalité des non-francophones. Eux autres, ils sont opposés, puis ils voteraient non
le PQ proposerait de signer l'acte constitutionnel 82, puis serait contre, je dirais, il y a quelque chose... Ce qui reste, effectivement, donc, c'est le quart des francophones, qu'on appelle nous les centristes, qui sont ni souverainistes ni fédéralistes, mais qui sont des gens peu politisés, peu informés, en situation de fragilité sociale souvent, avec une image de soi qui se détériore. Alors, quand vous avez une image de vous qui se détériore, vous n'êtes pas porté à avoir une image de la collectivité positive. Et pour opter pour l'indépendance, il faut aussi avoir une image positive des Québécois, parce que si on n'est pas bon, il faut faire l'indépendance, ça va être encore pire. Et certains fédéralistes, c'est ce qu'ils disent, c'est le Canada qui nous protège contre nous-mêmes. Trudeau, c'était ça son idée. Les Canadiens français, là, ils ont une espèce de gène de l'autoritarisme. Ça, c'était Duplessis. Et donc, il faut les protéger d'eux-mêmes, et c'est le Canada qui est le père. Alors, ce qui attire les centristes vers le camp souverainiste, c'est clairement leur identité québécoise. Ces gens-là sont francophones, la majorité se disent québécois, en gros les 2/3, et donc c'est ça qui va les attirer, et c'est pour ça que lorsqu'il y a un conflit explicite comme Mitch, c'est pas Mitch le conflit, ce qui les a fouettés, c'est le drapeau du Québec qui est tiré à Kingston. Moi à l'époque, je me disais, c'est les péquistes qui ont envoyé un commando faire ça, convoquer Radio Canada. Parce que ça, ou alors non, mais je pense que les Canadiens sont capables de grandes choses aussi dans ce milieu, comme tous les peuples au monde. Quand le Sault-Sainte-Marie avait voté un règlement municipal pour interdire l'usage du français, ça c'était insultant. Et vous voyez, et là ils réagissent en tant que Québécois, là, c'est parce que c'est inacceptable. Ce qui les attire dans le camp fédéraliste, c'est toujours leur croyance qu'on peut réformer. Ça, je pense que c'est vraiment le noyau. Si on s'en va dans un référendum rapide, moi j'ai toujours dit la date du référendum, ce que j'ai toujours proposé, c'est un an donné. Un an donné. Si tu veux, en politique, rien n'est prévisible. Parce que si tu annonces quelque chose et qu'il y a une crise comme supposer que ça tourne mal en Égypte et que le canal de Suez soit fermé comme il l'a été en 1956 quand Nasser l'a nationalisé. Ça doit faire monter le prix de l'essence tout de suite. Mais monter pas une pièce et 30 comme c'était la semaine dernière. Non, mettons 3 pièces le livre. Là, tu as une crise économique épouvantable. Et là, si tu as annoncé que tu fais le référendum dans les 6 mois, là, tu ne les fais plus parce que les gens. Alors, donc, en politique, vous comme disait Jean Chrétien, un journaliste, je lui avais dit, mais monsieur Chrétien, là, vous peinturez dans le coin. Je ne suis pas grandement marché sur la peinture. C'est pas nécessaire de dire à l'adversaire à quel moment il va nous attendre avec une hache au point du bois. Donc je suis relativement optimiste parce qu'il y a une base, je vous dis, en 80, ça n'a pas été le cas, ça s'est dégonflé, mais je suis entièrement d'accord avec l'analyse que tu fais. Les leaders souverainistes, ce qui m'inquiète, là, c'est que quand on a une défaite, 80 c'était une défaite, mais on pouvait relancer le mouvement, l'évêque s'est écrasé. Bouchard, c'était encore plus spectaculaire parce que tu n'as pas mentionné, mais Bouchard, il se trouvait qu'il y avait une disposition dans la Constitution de 82 qui prévoyait, 15 ans après, une conférence constitutionnelle pour discuter du mode d'amendement de la Constitution. Hein? Et ça a eu lieu à Vancouver, je pense, ça a eu lieu. Et Bouchard est allé aux toilettes quand ils ont discuté de ça. Vous vous souvenez de ça? Oui, ça m'a marqué la vie, ça. Alors qu'on aurait pu dire, ben là, les Québécois, oui, ils ont dit non, mais à 50%, ils ont dit oui à 49,5%, qu'est-ce que vous mettez sur la table? Et c'est ce qui craignait à Ottawa. Absolument pas raison. Pour finir, j'ai un ami, enfin, c'était pas un ami, une connaissance française, vous savez, l'agent secret Philippe Roussillon. Il dit quelque chose? Philippe Roussillon m'a écrit une fois une lettre. J'avais écrit un article dans le loi, il m'écrit une lettre, il me dit, je ne savais pas du tout, hein, et il me dit qu'il aimait le texte que j'avais écrit, et il dit, quand je vois mes amis souverainistes faire des bêtises, des fois je me dis, c'est désespérant. Mais Dieu, dans sa grande sagesse, les a dotés d'ennemis aussi stupides que des fois. Des fois, on se dit, c'est rater des chances comme ça. Moi, je pense qu'après 95, puis je vais finir sur ça, mais Parizeau qui démissionne sur un coup de tête d'un lendemain, puis qui le regrette depuis 15 ans. Et puis Landry qui fait la même chose, qui le regrette depuis 15 ans. Là, il y a un problème qui dépasse l'analyse politique. L'historique, c'est pas normal. Parce que c'est une longue bataille. Toujours, les Irlandais, ça leur a pris 100 ans. Hein. Pour ce qui est du bloc, moi j'étais toujours j'ai écrit un livre sur ça, Paradoxe canadien, pour la présence de souverainistes à Ottawa. À quoi il sert le bloc? Il fout la pagaille au Canada. C'est juste ça. Et en fait, il enlève
de moyens aux partis fédéralistes et fédéraux de parler au nom du Québec. Les Irlandais, ça a duré 45 ans. Il y a eu 9 élections pendant lesquelles ils ont envoyé des députés nationalistes, entre 80 et 90 pour l'Irlande, à peu près 100%, dont la moitié était toujours élue par acclamation, parce que les autres partis savaient que ça ne servait à rien de parler des choses. Ça a commencé en 1882, je pense. C'était le premier gouvernement minoritaire de la Grande-Bretagne, et ça a duré jusqu'en 1914. Et c'était pour ça, ils étaient là, pour en fait, c'est ce que dit Pierre-Alain Côtenard toujours, il faut démasquer le discours fédéraliste. C'est vraiment un discours. Quand Harper nous dit à Québec, oui, je vais donner une place à la délégation à l'UNESCO alors que c'est un tabouret, bon. Ou alors je vais reconnaître la nation, mais ça n'a aucune conséquence, ça c'est le discours unifiant qui s'adresse aux centristes. Parce que les souverainistes, on dit, regarde, non, en reconnaissance de la nation, ça ne nous a rien donné. On n'a même pas ce que les délégations espagnoles, pourtant l'État espagnol était très jacobin. Madrid, c'est Madrid qui était... Et la négation totale des identités catalanes, basques, etc. Finalement, ils ont compris que sinon ça éclaterait l'Espagne. Ils ont pensé toutes les choses. Et dans les délégations, c'est ce qui arrive, c'est qu'il y a toujours une délégation catalane. Quand il est question d'affaires culturelles, ils parlent au nom du pays catalan. Puis les organismes internationaux, ils vont toujours s'accommoder avec tout ce que chaque État va proposer, parce que c'est pas vrai qu'il y a des normes. Les Belges, c'est la même chose. Et donc, on pourrait avoir, mais c'est juste pour la forme, on a eu un CF, puis l'autre chose qu'il avait proposé, c'était le délégué fiscal. Il est toujours là, il est tellement caché qu'on ne voit plus le pays, il est toujours là. C'est les 50 milliards sur le moment qu'on en voit. Et donc, effectivement, c'est les centristes, les fédéralistes sont convaincus, les souverainistes sont convaincus, il y a des deux pôles extrêmes, c'est vraiment les gens du centre. Ils ne sont pas nombreux, mais 15% c'est quand même... il y a 5 millions d'électeurs, donc c'est 700 000 personnes. Moi, c'est ça que je me pose. Probablement qu'ils ont des taux de participation plus faibles, parce que justement, c'est des gens qui sont peu politisés. Puis donc, c'est sûr. Par contre, au référendum, écoutez, ça a été 95%. Alors, anyway, au référendum, tout le monde a été voté. Donc, c'est quand même un groupe qui participe à la vie sociale. C'est pas, ce que je dis, c'est pas un jugement, c'est vraiment constater qu'il y a des gens dans la société qui sont plus fragiles que d'autres et moins informés que d'autres. Et c'est sûr que c'est ceux-là qui sont vulnérables aux arguments. Pour ce qui est de la souveraineté, moi je me souviens dans les années 60, on disait c'est prématuré. Et maintenant on dit c'est trop tard. C'est n'importe quel argument qu'on recycle. C'est vraiment ça. Mais les gens qui oublient. Oui, c'est vrai qu'on s'en va vers la mondialisation, mais la mondialisation, ça ne veut pas dire la disparition des États. Et ça, c'est l'ignorance. Hein. Ça, c'est l'ignorance politique. La mondialisation, c'est l'économie, c'est le libre-échange. Mais c'est pas les États. Au contraire, les États, il y en a apparu combien depuis 1995? Il y a un petit livre, je vais juste finir sur ça. Il y a un petit livre qui est paru il y a 2 ans, qui s'appelle Les référendums de souveraineté, par le prof à l'université de Cambridge-Britannique. Non. Un vieux monsieur, moi je pensais qu'il était en retraite, mais il est encore actif. Il a recensé 100 et quelques référendums sur la souveraineté. Le premier, c'est lorsque... Carthage. Non. C'est pas loin. Avignon. Parce qu'Avignon, et l'État pontificaux, Avignon, est rentré en France en 1792 ou 13. Il y a eu des consultations dans les villages. Il en recense 150 à peu près, dont la majorité évidemment sur le XXe siècle et surtout après la chute de l'Union soviétique et tout ça. Et il y en a 3, il y en a eu 3 au Québec. C'est les seuls 3 qui ont été permis. Ce qui prouve que moi j'ai toujours pensé le référendum, c'est pas une procédure démocratique, c'est une procédure plébiscitaire. Tu le fais quand tu es sûr de gagner. Tu l'as préparé avant, puis là tu le fais, puis là tu le gagnes. En fait, tu ratifies quelque chose. Mais maintenant qu'on s'est engagé, et c'est sûr que la communauté internationale demande un référendum. Mais regardez, le Monténégro, il était gagné. Ils ont accepté que ça prendrait 55% pour le oui, là. C'est qu'ils savaient qu'ils l'auraient. Et effectivement, ils ont eu pas loin de 60. Et donc, en fait, c'est juste des référendums de ratification. Je prends 2 questions. Là, ça va passer au public. J'ai déjà les personnes. Alors, ce que vous avez dit à propos de la carte identitaire, qu'on devrait jouer là-dessus le plus possible, et puis aussi démontrer l'illusion, démolir l'illusion de la réforme du fédéralisme.
Est-ce que ça, en disant ça, dans le fond, dans votre argumentaire, vous ne donnez pas des munitions, vous ne reconnaissez pas, dans le fond, le bien fondé de la stratégie de la gouvernance souverainiste du Parti québécois, c'est-à-dire un projet de loi sur l'identité, essayer de demander de plus en plus de pouvoir, puis avec ça, évidemment, on connaît à peu près les résultats que ça donnerait. Est-ce que c'est pas un peu reconnaître la stratégie, le bien fondé de la stratégie du Parti québécois? Je pense qu'il est un peu basé sur nos travaux aussi, mais c'est parce que je ne sais pas trop c'est quoi exactement cette gouvernance souverainiste. C'est pas clair. Mais si effectivement c'est des gestes positifs, une action, parce que la seule façon de détruire l'État fédéral, hein, parce que c'est comme si les souverainistes n'avaient pas compris, c'est un début du G8 qu'on essaie de casser en deux. Et ce pays a l'expérience, hein, sa police est expérimentée, ses services de renseignement, ils savent très bien ce qu'ils font. Là. Et des fois, j'ai l'impression que les souverainistes sont un peu comme un entrepreneur de banlieue qui rénove des sous-sols. Finalement, ils payent le contrat de la rénovation du centre des congrès. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu ça, des fois. Et c'est un peu décourageant, mais si c'est vraiment poser des gestes, il faut confronter le fédéral. Moi, je suis convaincu que c'est dans le cadre d'une confrontation que ça va se faire. Parce que les centristes vont basculer. Parce que je fais confiance à la bêtise humaine, des fois. Là. Puis, il y a des chauvins au Canada. Pas la majorité, mais il y a des minorités, des membres des Québec bashing, là. Tu sais, la journaliste, comment elle s'appelle, la chinoise, c'était un faute de loi 101 parce que l'autre a été tiré à Dawson. Et eux, ils vont hurler. L'enquête qu'on a faite, ce qu'elle a montré, on cherchait à montrer qu'il y avait des différences entre l'opinion du Canada. Donc on a fait au bloc 1000 répondants au Canada, puis 1000 répondants au Québec, le même questionnaire. Évidemment, la majorité est contre toute modification de la Constitution, contre toute ouverture pour le Québec. Mais ce qui nous a étonné beaucoup, c'est l'ampleur de ce nom. Hein, c'est du 80%. Allez sur le site du Bloc, vous verrez le tableau, là. Et ça, on ne s'attendait pas que ça soit aussi fort. Et ce que Gilles Duceppe m'a dit, c'est que il venait de faire une tournée du Canada, et le sentiment qu'il a eu, il dit qu'il n'y a même plus d'hostilité. Le dossier est fermé. Hein, game is over. Le Québec a dit 2 fois non. Donc, c'est comme... Alors là, c'est parce que ça, c'est du verrouillage, hein, parce qu'il n'y a rien de réglé, hein, de toute façon. Et donc, moi, je pense qu'il faut casser ça. Harper joue beaucoup, hein. Harper là, joue beaucoup. Et il est habile, il ne faut pas sous-estimer celui-là. Il vaut mieux le surestimer, être heureusement surpris que déçu, parce qu'il est très dangereux. Je ne sais pas par qui il est conseillé. Son conseiller officiel, c'est pas très au courant de ce qui se passe au Québec, mais en tout cas, il l'était. Son coup à Québec en 2006, à Noël en mi-campagne, c'était un coup qui faisait très mal. Et donc, il faut démasquer le fédéral, cette espèce d'image d'un pays un peu paternaliste, mais ça, tout ça, c'est pas vrai. La domination, elle n'a pas besoin de ça. Hein. On est dominé institutionnellement. On n'a pas de choix. Je suis sûr que si on était indépendant, on ne serait pas allé en Afghanistan. Et là, on paye pour. On a juste à penser à... Oui, je vais y aller avec monsieur, s'il vous plaît. Mon intervention de tantôt, elle convient encore très bien. Donc, vous n'avez rien manqué. Dans le domaine politique, comme dans la guerre, Carthage sera, et dans le domaine sportif, il y a des règles qui sont incontournables en stratégie et en tactique. Il faut examiner comme il faut les forces du camp adverse, les faiblesses du camp adverse, les forces de notre équipe et les faiblesses de notre équipe. Moi, dans ce que vous avez présenté, je retiens que le ton qui permettrait d'aller rapprocher du camp des oui indéfectibles, ces Québécois qui brandent. Moi, je pense qu'il faut adopter d'abord un ton public rassurant, avec la même assurance qu'avait le porte-drapeau du camp adverse, lorsqu'il a dit, en votant pour le non, vous votez pour le changement, et en votant pour le oui, vous votez pour le statu quo. Vous vous souvenez de ça? Et ça a marché. Alors moi, je pense que le ton de nos porte-paroles, de nos leaders, doit être rassurant. Et la deuxième, c'est que Québécois mou ou souverainiste mou, ce n'est pas rapprocheur, ce n'est pas rassembleur. C'est humiliant pour quelqu'un
qui se retrouve classé dans le camp des souverainistes mous, c'est humiliant pour lui de gagner le camp des oui. Il faut trouver un langage qui rassemble toutes les forces, et toutes les forces seront utiles. Même chez les allophones, si on peut convaincre quelques Haïtiens, quelques Chiliens. Oui, il faut en gagner chacun des votes qu'on va trouver chez les camps qui ont l'air contre la souveraineté. Ce sont tous des votes de moins pour le camp de l'heure. Et je termine en disant, les bloquistes, moi je les admire. Il y a des gens qui les méprisent, qui se demandent est-ce qu'on ne va pas aider le système là-bas à rester solide? Non. Ils sont aux barricades. Est-ce qu'on pourrait les habituer à dire Carthago, oui, ou toute autre formule du genre, humoristique, agréable, rassemblante, sereine? Oui, il faut trouver, mais il ne faut surtout pas laisser croire à des jeunes qui sont ici qu'à la prochaine élection fédérale, votez pas pour le Bloc, ça aide au Canada à rester debout. Non. Alors moi, je pense qu'il faut le tenir. Tous ceux qui trahissent les Québécois qui ont été dépensés de l'énergie là-bas, même quand c'était Bouchard et qui a fait des erreurs graves, moi, je pense qu'il faut continuer de mener le combat sur tous les fronts, avec le sourire et surtout, d'après moi, autant en termes guerriers et en termes sportifs, avec la sérénité. On l'a eu à 49,3, mesdames, messieurs. Même nos ennemis savent qu'au prochain coup, on traverse le Rubicon. 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 Un affluent de la rivière Saint-Maurice. Vous savez, moi, je réponds à ça parce qu'il y a un petit bout qui m'a chatouillé dans la première intervention de tantôt. D'abord, c'est souverainiste mou. Ah, ça, je trouve ça blessant. Pour tous mes beaux-frères que j'essaye de gagner. Et mes beaux-frères, ben, pas tous, il y en a qui sont conquis dans le camp des deux. Et le Bloc. Le Bloc aide-t-il le Canada à rester debout? Oui, parce que les Québécois aident le Canada à rester debout. Tous nos impôts qui vont au fédéral aident le Canada à rester debout. Tant que le Canada va rester debout, tant mieux. Nous, on ne veut pas que le Canada s'écroule. On veut que le Canada reste fort, mais nous, on veut être fort nous-mêmes avec notre propre édifice. Donc, vous voyez la nuance. Alors, voilà, merci. Moi, j'ai toujours... Nous, j'aime pas ça comme ça. Non, modéré. C'est des gens qui ont des doutes, puis qui ne sont pas très bien informés, puis qui sont en situation de fragilité, puis tout ça mis ensemble, ils sont... Mais, écoutez, quand, au moment de Mitch, quand le oui est monté jusqu'à les 55-56%, même plus que ça, ben c'est ça, c'est qu'ils avaient embarqué, parce que là, c'était évident que le Canada voulait rester. C'était évident que l'entente de Mitch, que Mulroney a essayé de négocier, conseillé par Bouchard d'ailleurs, parce que le fameux discours à cette île, là, c'était ça. Mais c'était clair qu'il ne voulait pas de nous. Alors, s'il ne voulait pas de nous, ben on s'en va, là. Parce que tu ne restes pas chez quelqu'un qui ne veut plus tu t'imposes pas. Donc, effectivement, là, il y avait une réaction en scène. Sauf que ça, c'est fini. Ça a duré le temps. Dès qu'il était au pouvoir, bien entendu. Et aujourd'hui, c'est oublié. Et donc, on est toujours en train de... C'est comme Sisyphe. On est dans on commence à dire aux gens, mais souvenez-vous qu'on n'a rien obtenu, puis qu'à la dernière minute, on s'est retourné. Parce que je pense que, tu sais, quand Bourassa avait dit, pas qu'on dise, pas qu'on fasse, mais c'est oublié ça aujourd'hui. Puis on a l'impression qu'il avait comme basculé. Non, lui était malin. Mais il ne pouvait pas dire autre chose. Et donc, il faut toujours faire un travail de pédagogie auprès de ce groupe. Les souverainistes sont acquis, eux autres. Mais le problème, c'est qu'ils chicanent toujours entre eux sur la place publique. C'est ça que je trouve. Les fédéralistes, les chicanes, ça se passe derrière des portes closes. Ça, c'est... Parce que moi, je suis convaincu que le Parti libéral et eux-mêmes font ça. À la dernière session, j'ai eu un étudiant qui est très libéral, et qui était candidat d'ailleurs pour le Parti libéral dans les Basses-Laurentides. Et lui, l'analyse qu'il faisait, c'est qu'ils savent qu'ils vont perdre la prochaine élection. C'est pour ça qu'ils sont pressés avec les gaz de schiste pour tout le béton prenne partout, qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Et il m'a confirmé ce que moi j'ai toujours pensé, Lord Dauphin, parce que c'est des maris qui choisissent le chef. Lord Dauphin, c'était Béchard. C'était Béchard, qui est un homme intelligent, très sympathique, paraît-il, comme personne, donc toutes les qualités qu'il faut. Et bon, il est mort. Et là, ils sont mal pris parce que ce qu'ils cherchent actuellement, c'est un chef. Parce que celui qui se présente maintenant, il doit vraiment se faire battre.
Donc c'est un candidat sacrifice, comme on dit au baseball, là. Et il avait pensé à Mme Normando. Mais elle veut vraiment être première ministre. Donc elle ne peut pas jouer le candidat sacrifice qui limite les dommages. En fait, leur stratégie actuellement, ça serait de limiter les dommages, idéalement dans un PQ minoritaire, mettons. Et ça, ils n'ont personne. Alors il y a toutes sortes de noms qui circulent, mais... Mais lui, il aura tellement de crédibilité dans quelques mois, là, parce que je suis convaincu qu'il va se... Avec le caractère qu'il a, s'il fait une séance publique, il va péter le plomb. Ça sera indescriptible, parce qu'il est capable de caractère. Donc, il ne convaincra pas le monde, c'est trop tard. Caillé, c'est essayé. Caillé, on va leur parler, puis ça va marcher. Non, non, ça ne marche pas comme ça, la société. Déjà intelligent, la société. Les sentiments, quand on fait passer c'est ça que les gens font. Et donc, je ne sais pas où ça va aller, Bouchard. À la limite, c'est pour le contrat, il va payer, on la cher sur le marché. Mais ça ne changera rien. Je pense que l'opinion, maintenant, c'est fait. Il y a quelque chose de croche là-dedans. Même des gens qui ne sont pas a priori contre l'exploitation, qui ont plein de temps. Il y a 400 millions d'années qui attendent ce gaz. Ils peuvent attendre quelques mois encore. Et j'ai appris aujourd'hui que la France a fait une mission de moratoire parce que New York l'a fait. New York, ce n'est pas les bolcheviks qui gouvernent New York. Parce qu'ils attendent l'enquête de gouvernement fédéral américain avec 50 millions fait d'études. Fait qu'ils disent, bon, on va attendre, il n'y a pas de feu, c'est pas... Il y a le seul. Je vous remercie.